Le syndrome de l'imposteur, qu'est-ce que c'est? Le syndrome de l'imposteur, c'est une des premières causes d'abandon de projets de ferme pédagogique et de médiation animale en France. C'est une peur. La peur de ne pas être à la hauteur, la peur du regard de l'autre, la peur de ne pas se sentir légitime face à un métier ou à une pratique à laquelle on prétend devenir un expert ou un professionnel. C'est le souci que vont avoir tous les métiers qui sont récents, mal définis, dont les contours sont encore assez flous ou qui sont à la croisée des chemins entre plusieurs métiers, plusieurs pratiques. Je vous donne un exemple très concret. Le métier de médecin, c'est un métier qui existe depuis des centaines d'années, des millénaires, avec des pratiques qui ont évolué. Mais en tout cas, aujourd'hui, le fait d'avoir fait des études de médecine et d'obtenir un diplôme de médecine vous donne une légitimité. Vous n'avez plus besoin de vous inquiéter sur est-ce que je suis légitime ou pas. Si j'ai mon diplôme, j'affiche mon diplôme et personne ne va remettre en cause votre légitimité. Quand on est sur des métiers qui sont encore assez flous, qui sont encore récents, c'est beaucoup plus compliqué. L'exemple de la médiation animale, il est quand même très parlant. On se pose encore aujourd'hui la question de si c'est un métier d'animation, un métier social, un métier médical, un métier médico-social ou même un métier animalier. Et aujourd'hui, tout le monde n'est pas d'accord sur cette définition. À partir du moment où on n'est pas d'accord sur qu'est-ce qui crée l'essence même d'un métier ou d'une pratique, on ne peut pas être d'accord sur qu'est-ce qui en fait sa légitimité. Et donc le professionnel qui lui démarre sa carrière va marcher sur des œufs et va se sentir parfois, souvent même, illégitime. Alors est-ce que tout ça vous condamne à vous sentir mal à l'aise du regard des autres et illégitime jusqu'à la fin de vos jours? Eh bien ça va dépendre du syndrome de l'imposteur. Tu comptais quand même pas continuer la vidéo sans t'abonner quand même? Allez, clique là-dessus là. Alors qu'est-ce qui est à l'origine de ce syndrome? Moi je vais vous donner 4 éléments. Le premier élément qui est vraiment à l'origine même du syndrome, c'est ne pas avoir suivi un chemin qui a été défini par la société comme normal, comme le chemin habituel pour arriver sur ce métier-là. Si on prend l'exemple de la médiation animale, puisque c'est un sujet qui intéresse beaucoup de personnes, eh bien, vous allez entendre beaucoup de personnes qui vont prêcher que pour faire de la médiation animale, il faut avoir un cursus médical ou médico-social. Ça veut dire si vous n'êtes pas infirmière, si vous n'êtes pas médecin, si vous n'êtes pas déjà thérapeute, vous ne pouvez pas, vous n'avez même pas le droit d'imaginer, d'oser prétendre un jour faire de la médiation animale. Alors évidemment, c'est pas du tout mon point de vue, c'est pas la manière dont on travaille chez les entrepreneurs animaliers, mais c'est quelque chose qu'on va entendre beaucoup. Et forcément, ça fait douter. Si je vous dis que vous n'avez rien à faire dans cette branche-là et que je vous le répète une cinquantaine de fois, je pense qu'au bout d'un moment, vous allez finir par douter. Vous n'allez pas forcément me croire sur parole, mais vous allez douter. Deuxième élément, c'est de pas avoir le bon diplôme ou la bonne formation. Donc avoir suivi un cursus, c'est pas la même chose qu'avoir le diplôme. Parce que certaines personnes, et je l'ai déjà vu, je le vois sur des réseaux sociaux, je le vois sur des discussions, vont vous dire il faut tel diplôme, il faut exactement telle formation pour faire de la médiation animale. Alors, ce serait peut-être le cas un jour si l'État décidait de dire, voilà, un cahier des charges pour un métier qui a tel nom. D'ailleurs, nous, on ne parle plus de médiation animale, on parle de facilitateur de la relation entre l'humain et le vivant, parce qu'on est même nous-mêmes pas totalement d'accord sur la manière dont est définie cette pratique et dont les contours se sont définis. Mais si vous parlez de médiation animale et qu'on vous dit qu'il faut tel diplôme de médiation animale chez tel organisme de formation, on arrive sur un métier qui serait réglementé et donc qui aurait une définition légale. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui des métiers dont on parle. Ça va être la même chose pour le diplôme, pour les métiers d'animateur par exemple. Si vous êtes animateur en ferme pédagogique, animateur en centre, je sais pas moi, dans un lieu touristique, je ne parle pas d'accueil de mineurs, forcément, il va y avoir plusieurs diplômes différents, plusieurs formations différentes et elles sont toutes certainement de bonne qualité, en tout cas pour certaines. Troisième élément qu'on peut vous reprocher et qui font que vous vous sentez illégitime, c'est de ne pas avoir d'expérience. Ça, c'est encore autre chose, parce que quand la personne, elle sort de sa faculté de médecine et qu'elle a son diplôme, elle n'a aucune expérience. Bon, généralement, les personnes sont internes pendant quelques années, mais si on tire un peu le trait, c'est quelqu'un qui n'a pas 20 ans d'expérience derrière elle. C'est normal, puisque c'est le début de sa carrière. Eh bien, ça, c'est quelque chose qu'on peut vous reprocher. C'est-à-dire que vous avez bien fait les choses, vous venez du bon cursus, vous venez de la bonne voie, vous avez fait le bon diplôme, sauf que vous démarrez bien un jour, vous n'avez pas encore l'expérience terrain, et on va vous dire, vous n'êtes pas légitime. Vous allez vous dire vous-même, je ne suis pas encore légitime parce que je n'ai pas l'expérience terrain. Donc ça, c'est une cause très importante du syndrome de l'imposteur. Et quatrième élément, c'est ce qui est à l'origine
de ce syndrome de l'imposteur, c'est la peur de passer pour un amateur. Je vous donne un exemple très simple. Vous arrivez dans une institution médico-sociale pour faire de la médiation animale ou de la facilitation de la relation entre l'humain et le vivant. Et on vous donne un mot du jargon médical. Vous séchez complètement, vous ne connaissez pas ce terme. Et là, vous allez paniquer. Vous allez vous dire, si je connais pas ce terme, alors j'ai rien à faire là, alors je suis pas légitime. Mais non! Parce que ce terme-là, vous êtes peut-être pas censé le connaître, parce que c'est pas parce que vous parlez à une infirmière qui utilise son jargon d'infirmière que vous êtes censé avoir fait une formation d'infirmière. Vous êtes là pour faire votre métier de médiation animale, de facilitation ou d'animation ou de ce que vous voulez, mais vous avez pas forcément l'obligation de connaître tous les mots de la personne. Le problème, c'est que vous avez souvent peur de demander qu'est-ce que ça veut dire ce mot. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? J'ai pas compris, désolé, c'est pas mon univers. Alors, il y a forcément une limite. Quand vous vous intéressez à un type de métier, à un type de secteur, il faut quand même se renseigner sur un minimum de pratique, un minimum de termes, etc. Mais il y a toujours une limite à tout et vous avez le droit de ne pas savoir quelque chose qui ne relève pas directement de votre métier. Comment j'ai moi-même vécu un syndrome de l'imposteur et comment je m'en suis sorti. Je vais vous raconter une histoire qui remonte à quelques années en arrière. J'étais encore étudiant et j'aimais beaucoup la musique et je m'étais inscrit pour participer à une comédie musicale semi-professionnelle qui allait être jouée sur une célèbre scène française, les Folies Bergères. J'ai été recruté pour m'occuper de la création musicale, c'est-à-dire que j'ai écrit des chansons et j'ai dû m'occuper de m'occuper des répétitions auprès de la troupe qui allait chanter les chansons. Je ne suis pas musicien, je n'ai jamais appris le solfège, je ne sais pas repérer une note de musique. Moi, j'ai tout appris à l'oreille. Je suis chanteur amateur, on va dire, et j'avais déjà joué dans une comédie musicale juste avant. Mais ce n'est pas du tout mon métier de créer des musiques et encore moins de transmettre ça à une troupe pour qu'elle-même soit capable de chanter de manière quasiment professionnelle sur une scène. Donc j'avais jamais fait ça de ma vie et ça faisait peur. J'avais une trentaine de chanteurs à former, à coacher et pas beaucoup de temps pour le faire. Alors comment je m'en suis sorti? La première chose que j'ai fait, c'est que j'ai accepté que je ne savais pas tout et que j'avais besoin de m'entourer. Et donc j'ai commencé par contacter les personnes qui avaient fait ça avant moi. Parce qu'on a toujours des pairs, on a toujours, quelles que soient les pratiques, quels que soient les métiers, quels que soient les sujets, des personnes qui sont passées par l'étape par laquelle nous on passe aussi. Et il se trouve que l'année d'avant, il y avait l'ancien coach qui avait vécu à peu près la même chose que moi, puisque quand on est étudiant, forcément on n'a pas une énorme expérience et il faut bien commencer par quelque chose. Donc je l'ai contacté et je lui ai demandé très clairement, voilà, je me sens pas totalement légitime, j'ai jamais fait ça, qu'est-ce que je dois faire? Et lui, il m'a donné des conseils avec son vécu, avec ce qu'il était, avec ce qu'il avait fait. Et il m'a surtout permis de dédramatiser, puisque lui-même m'a expliqué qu'au début, il y connaissait rien et que ça s'était quand même bien passé parce que il avait fait ce qu'il avait à faire. Donc la première chose, c'est de ne pas hésiter à s'entourer et de demander un coup de main à ses pairs. La deuxième chose, c'est le travail. Si vous vous sentez illégitime mais que vous faites rien pour résoudre ce problème ou en tout cas pour gagner cette légitimité, pour travailler, eh bien ça va pas marcher. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai beaucoup travaillé. J'ai beaucoup travaillé sur mes textes, je les ai refaits plusieurs fois, etc. Toujours en respectant quand même les échéances. Mais j'ai beaucoup travaillé en amont. Je me suis entraîné moi-même à faire du coaching. Alors je me suis mis devant un miroir, j'ai fait du coaching vocal, je me suis entraîné à faire des exercices de chant pour être capable ensuite de les gérer, de les animer avec une troupe. Donc j'ai préparé ces exercices, j'ai lu, j'ai regardé des vidéos, j'ai contacté des personnes. Voilà, j'ai travaillé pour ne pas laisser de place à l'improvisation. Parce que l'improvisation, ça peut être bien, mais à condition d'avoir déjà un bagage, d'avoir déjà des méthodes. Si vous n'avez pas ces méthodes, il faut travailler ces méthodes. Donc c'est ce que j'ai fait, tout seul, bêtement et méchamment. Alors c'était un peu bizarre pour mes colocataires ou pour ceux qui me voyaient en train de m'entraîner devant un miroir à faire des exercices vocaux. Mais je peux vous assurer que ça m'a beaucoup aidé à me sentir légitime. Troisième élément, le secret ultime que j'ai utilisé pour dépasser ce syndrome de l'imposteur, c'est de ne pas le montrer. C'est-à-dire que vous avez le droit de douter autant que vous voulez et au moment où vous arrivez face à votre cible, face à votre public, pour moi c'était la troupe de 30 personnes, j'étais légitime.
j'ai décidé et j'ai imposé le fait que c'était moi leur coach et qu'ils devaient écouter ce que j'avais à leur dire, qu'ils devaient suivre les instructions que j'allais leur donner et que j'allais les guider. Et à partir de ce moment où j'ai décidé de mettre le costume du coach qui est légitime, je le suis devenu naturellement. Ça ne m'a pas empêché, à chaque fois que j'ai enlevé mon costume de coach à la fin de la répétition, de me reposer des questions, de me dire est-ce que j'aurais dû faire ci, est-ce que j'aurais dû faire ça comme ça, etc. Mais c'est pas grave, au moment des répétitions, j'étais légitime et j'imposais ma légitimité. Quand le syndrome de l'imposteur devient votre plus grand boulet. Je vous l'ai dit, le syndrome de l'imposteur, on peut apprendre à vivre avec. C'est l'exemple de la comédie musicale. J'ai appris à gérer ce syndrome de l'imposteur et à en faire un élément de motivation, à en faire une source de travail. Mais quand ça devient quelque chose de trop prenant, alors vous allez vous enfermer et créer un cercle vicieux à l'intérieur. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut éviter à tout prix. Alors la première chose, c'est par exemple, quand on se dit si je ne suis pas le premier dans mon secteur, alors je ne suis pas légitime. Ça, c'est horrible parce que si on reprend notre exemple des médecins, on ne peut pas être le premier médecin du monde, on ne peut pas être le premier médecin de France, on peut éventuellement être le premier médecin de son village. Mais ça veut dire quoi d'ailleurs être le premier, puisque toutes les pratiques peuvent être un petit peu différentes, les personnalités peuvent être différentes. Donc ça ne sert pas à grand chose d'essayer d'être le premier, le meilleur. Il faut simplement être bon là où on doit l'être, être un bon professionnel, faire bien son travail et satisfaire aux besoins des gens qui font appel à nous. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est pas grave de ne pas être le premier dans son secteur. Il y a de la place pour le deuxième, pour le troisième et même pour le dernier, si le dernier fait bien son travail. Deuxièmement, c'est la puissance négative des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux vont complètement exacerber le syndrome de l'imposteur que vous pourriez avoir, qui pourrait être tout rikiki au coin de votre cerveau, et vous allez avoir 2-3 personnes un peu clash qui vont vous mettre plus bactère et vous dire que vous n'êtes pas légitime. Elles vont pas le dire comme ça, mais elles vont vous faire sentir illégitime. Alors ça, je le vois et c'est très triste sur les réseaux sociaux, sur certains groupes de thématiques, où quelqu'un qui va poser des questions pour dire tiens, je m'intéresse à ce métier-là, je pense que je pourrais apporter quelque chose parce que j'ai telle expérience avec les animaux ou telle expérience avec tel type de personne. Et là, vous allez avoir une personne complètement cassante qui va vous dire bah non, parce que si t'as pas tel cursus, eh bien, c'est sans espoir, tu pourras jamais être légitime. Ou alors, quoi, mais comment tu peux oser imaginer t'intéresser à ce métier-là, t'as rien à faire dans ce métier-là, etc. Et malheureusement, on a beau être sur des métiers qui sont censés être bienveillants, ouverts, etc. Eh bien, il y a une réalité, c'est que les personnes qui font déjà ce métier n'ont pas forcément envie qu'on leur prenne leur place, et donc elles vont inconsciemment, parfois même consciemment, vous démoraliser, vous démonter sur les réseaux sociaux pour vous décourager de vous intéresser à ces métiers-là. Et ça, c'est triste et il faut vous préparer à avoir un bouclier, à avoir une protection contre ça, parce que c'est pas parce que vous avez des personnes qui vous disent que vous n'avez rien à faire dans un secteur que vous devez les suivre et les croire. Et puis, il y a un problème régulier dans ce phénomène de système d'enfermement, c'est le fait de brasser de l'air. C'est le fait de vous épuiser à refaire une énième fois une chose qui n'a aucune utilité, en tout cas qui ne va pas nourrir votre légitimité ou votre sentiment de légitimité. Alors ça, c'est ce que je vois par exemple chez quelqu'un qui a peur de faire, qui a peur de démarrer, qui a peur de se lancer et qui plutôt que d'y aller concrètement, d'aller taper dedans, va relire une 12e fois son manuel théorique. Va relire une 12e fois la méthodologie du métier auquel elle prétend. En facilitation de la relation entre l'humain et le vivant, c'est quelque chose qu'on voit souvent dans l'animation, dans la médiation animale. On va s'accrocher à la théorie, on va s'accrocher à re-regarder une 150e fois une vidéo YouTube qu'on trouve magnifique parce qu'elle fait rêver, parce que voilà, c'est un reportage qui a été fait par TF1, par M6 ou par France 2 et forcément ça claque parce que vous avez des très bons journalistes qui sont capables de raconter des bonnes histoires et là vous vous dites mais je serai jamais capable de faire ça de ma vie, c'est tellement beau, c'est tellement bien fait, etc. Oui mais c'est de la télé et vous avez forcément, les personnes qui sont derrière, elles ont forcément commencé quelque part, etc. Donc vous, ce que vous faites, c'est que vous regardez la vidéo, vous vous faites rêver vous-même et entre-temps, vous oubliez une chose, c'est que la meilleure chose
de gagner votre légitimité, c'est de pratiquer. Je vais vous donner 6 astuces pour vous débarrasser de votre fichu syndrome de l'imposteur. La première, c'est de travailler sur votre méthodologie. Plus vous avez une méthodologie qui est travaillée, qui est raffinée, que vous avez vraiment travaillé en long, en large et en travers, vous savez qu'est-ce qui va se passer dans telle et telle situation, vous savez comment vous devez séquencer vos interventions, etc. Moins il y aura de place au hasard et plus vous allez vous sentir complètement légitime. Deuxièmement, c'est de vous exercer et de vous préparer en amont. Plus vous êtes préparé, plus vous vous exercez face à un miroir, face à vous-même, ou alors face avec des personnes de confiance que vous connaissez, des personnes qui soit se rapprochent complètement de votre cible, qui lui ressemblent, qui sont même votre cible, mais avec qui vous avez confiance, soit des personnes qui n'ont rien à voir, mais qui peuvent faire des jeux de rôle avec vous, et bien plus vous allez gagner en expérience et prévoir l'imprévisible. Je vous donne un exemple tout bête. Dans un EHPAD, si vous faites de la facilitation de la relation humain-vivant, de la médiation animale par exemple, eh bien vous pouvez vous retrouver face à une personne qui est en phase de crise de démence et qui vous prend pour son gendre d'il y a 30 ans, voilà, et que ce gendre a complètement abandonné sa fille il y a 30 ans, etc. Donc en gros, c'est un salaud et la personne va commencer à vous insulter. Eh bien, si vous arrivez, que c'est la première fois que ça vous arrive de vous faire insulter par une vieille dame dans un EHPAD, eh bien, vous allez vous sentir complètement déconcerté. Par contre, si vous avez fait des jeux de rôle avec des personnes proches, des personnes avec qui vous êtes en confiance et que vous avez prévu quelle était la réaction que vous auriez si vous vous mettez à vous faire insulter par une vieille dame qui est en pleine crise de démence, eh bien le jour J où ça vous arrivera vraiment, même s'il y aura une dose de réel supplémentaire, évidemment, eh bien vous allez vous sentir beaucoup plus à l'aise pour avoir la bonne réaction, la bonne posture et pour savoir quoi faire. Troisièmement, c'est de travailler sur la posture de la personne légitime en dehors de votre métier. Puisque le fait d'être légitime, c'est le fait de mettre un costume de quelqu'un avec des bonnes épaulettes et de se dire ça y est, voilà, je me sens bien, je me sens légitime et j'ai le droit et je suis bien à ma place pour faire les choses. Eh bien, si vous êtes illégitime dans tout le reste des éléments de votre vie, il n'y a aucune raison que vous vous sentiez légitime le jour où vous allez faire votre métier. Alors que si vous travaillez sur cette légitimité dans d'autres secteurs, eh bien ça va vous aider. Alors je vous donne un exemple, si vous savez faire la cuisine, eh bien profitez des moments où vous êtes complètement à l'aise dans votre secteur pour travailler cette légitimité. Donc si vous faites de la facilitation de la relation entre l'humain et le vivant, par exemple, j'avais pris l'exemple de l'EHPAD tout à l'heure, eh bien profitez du moment où vous êtes en train de cuisiner, de faire quelque chose pour lequel vous vous sentez complètement à l'aise, vous savez que vous êtes légitime pour cuisiner, eh bien pour vous faire ces fameux jeux de rôle, ces fameux exercices à ce moment-là, parce que vous serez déjà dans le costume de la personne légitime. Une autre astuce pour ça, c'est de parler de votre métier comme si vous étiez face à quelqu'un de professionnel, face à un père, mais avec vos proches. Parce que vos proches, forcément, ils n'y connaissent pas grand-chose à votre métier, donc vous êtes forcément plus imposant, plus impressionnant que eux dans votre expertise, même si vous n'êtes pas encore, voilà, vous n'avez pas encore suffisamment d'expérience, etc. Mais le fait d'être face à une personne qui n'y connaît rien du tout, vous êtes sûr que vous êtes beaucoup plus légitime qu'elle, et donc ça va vous permettre de vous sentir beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus professionnel, et donc ça va travailler votre légitimité. Quatrièmement, c'est de travailler votre acceptation, parce que le syndrome de l'imposteur, on va réussir à le contenir, à le réduire, à en faire quelque chose de rikiki qu'on va mettre dans le coin de notre tête, mais il existera toujours. Et s'il existe toujours, il faut travailler sur l'acceptation de son existence. Et si vous apprenez à vous dire, il y a forcément un moment où ce syndrome de l'imposteur va ressurgir, je m'y attendrai pas parce qu'il va se passer quelque chose de pas prévu et je vais me mettre à rougir ou je vais me mettre à avoir le cœur qui bat parce que je vais me dire « oulala, j'avais pas prévu ça et qu'est-ce que je fais, j'ai jamais vu ça de ma vie, etc. » Si vous apprenez à travailler ces moments d'acceptation, vous irez plus vite dans le dépassement de cette réaction négative au syndrome de l'imposteur pour ensuite chercher des solutions et revenir sur quelque chose de méthodologique, de professionnel, avec une bonne posture. Donc travaillez sur des moments sur lesquels vous vous mettez en situation d'illégitimité pour pouvoir regagner du terrain sur cette légitimité. Cinquièmement, vous devez réfléchir client, client, client.
Alors quand je parle de client, c'est la personne qui bénéficie de vos actions, de vos interventions. Donc si vous faites de la médiation animale, on va plutôt parler de bénéficiaires. Si vous faites de l'animation, on va parler des visiteurs, des clients, etc. Vous devez vous mettre à la place des personnes qui vont vous payer pour quelque chose ou pour laquelle vous êtes payé pour intervenir. Parce qu'en fait, le syndrome de l'imposteur, c'est probablement une des problématiques les plus égocentriques et les égocentrés qui puissent exister. Parce qu'en fait, vous pensez à vous, rien qu'à vous, et vous êtes complètement focalisé sur vous, vous pensez que le monde tourne autour de vous. Alors qu'en fait, quand vous êtes en situation de faire une intervention face à quelqu'un qui est polyhandicapé, qui est autiste, qui est dans le besoin, etc. Mais cette personne, c'est à elle qu'il faut penser. Donc si vous prenez le temps de vous dire à chaque fois j'arrête de penser à moi et je pense à cette personne, qu'est-ce qui est le mieux pour elle, qu'est-ce qui est la meilleure méthode pour l'accompagner, pour lui faire du bien, pour l'aider dans son cheminement ou dans le cadre de la pédagogie, eh bien pour l'aider à découvrir, à apprendre, à s'émerveiller et à aimer le monde vivant. Eh bien, plus vous réfléchissez à la personne, plus vous oubliez votre propre personne et vous oubliez que vous avez ce syndrome de l'imposteur. Et puis enfin, sixièmement, c'est la preuve sociale. C'est très difficile de dire vous-même je suis légitime. C'est très difficile de prendre vos réseaux sociaux et de dire je me sens complètement légitime, je suis bien dans mes baskets, etc. Par contre, si vous avez quelqu'un avec qui vous avez fait une intervention, un client, un bénéficiaire, avec qui ça s'est bien passé et que vous sentez que le courant passe, eh bien vous lui demandez lui-même de rédiger quelque chose qui va vous gonfler votre ego en fait, qui va vous dire bah voilà, j'ai fait un travail avec telle personne et ça s'est super bien passé, c'est un très bon professionnel. Ça s'appelle une recommandation et vous allez la publier cette recommandation. Parce que le fait de la publier, ça va être beaucoup plus impactant que le petit diplôme que vous affichez sur votre porte ou que toute autre chose, parce que c'est quelqu'un de concret, de la vraie vie qui a eu besoin de vous et qui dit que vous êtes légitime. Si vous avez envie de travailler sur cette question de posture et de méthodologie dans la facilitation de la relation entre l'humain et le vivant pour devenir médiateur animal par exemple ou animateur nature, eh bien vous avez une formation qui est complètement gratuite qui s'appelle les secrets du facilitateur de la relation entre l'humain et le vivant, qui va vous aider à travailler sur ces fameuses postures, sur cette méthodologie, sur les clés du succès pour devenir un bon facilitateur. Alors je vous mets les liens en description de la vidéo. Vous pouvez aller également sur le site entrepreneur-animalier.fr/facilitateur. Et si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, rendez-moi service en likant la vidéo, un bon gros pouce en l'air. Et puis vous pouvez, s'il vous plaît, vous abonner à la chaîne parce que ça va vraiment m'aider à savoir si ce que je fais, ça vous aide et si ça vous est utile. Merci, à très bientôt.